Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Honnêtement, j'ai fait un burn-out. Je le savais pas à l'époque, mais c'est très facile aux États-Unis de trop donner et de faire des grosses journées, des grosses heures. Et j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, mais voilà, je savais pas ce que c'était, mais j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, on a difficilement pris la décision que je démissionne et que donc je perds mon visa et forcé de rentrer. Et donc forcément au bout de 2 semaines j'ai fait mais en fait non, je serais pas heureux non plus. J'ai fait une grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc je l'ai suivi par amour et au bout de 2 semaines il m'a dit j'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne Fleur, je suis française, établie à Boston depuis 8 ans. J'ai quitté la France en 2007 et avec ce podcast, j'espère vous donner envie de voir le monde et de partir à la découverte de nouvelles cultures, en vacances ou pour la vie. La découverte d'un pays de fond en comble, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec un couple d'aventuriers, Charlotte et Jérémy. Jérémy, de son côté, a toujours rêvé de vivre à l'étranger, et plus particulièrement au Japon. Charlotte, elle n'a jamais trop voyagé et décide un jour de faire plaisir à son cher et tendre en le suivant dans le pays de ses rêves, le Japon donc, et en Australie, tout en lui fixant une date très stricte de retour 2 ans plus tard. Et en fait, après 1 semaine à Canberra, la capitale de l'Australie, elle lui demande quelle sera leur prochaine ville d'expatriation. 10 ans plus tard, Jérémy et Charlotte nous parlent désormais des États-Unis. Après s'être mariés plutôt rapidement à Las Vegas, être devenus parents à Los Angeles, ils ont passé un peu plus d'1 an à arpenter les routes du pays à la recherche de la ville idéale. Et ils nous racontent aujourd'hui leur histoire, leur découverte et nous expliquent leurs décisions. Avant de vous laisser en compagnie de Charlotte et Jérémy, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Alors ceinture, next stop, les routes de l'Amérique. C'est bon, on a toutes les affaires? Je crois qu'on a tout, sauf Kawa. Sauf Kawa, mais elle va avec dans l'autre voiture? Ouais. Ok. Bon, on est chargé jusqu'au plafond. Ça va pas tomber ça là-haut? Non, c'est hyper bien calé contre le plafond. Ok. Allez, en route, chouchou, on y va. C'est parti pour le 2e road trip? T'es prête? Ouais, on va changer de maison encore? On arrivera bientôt? On a 3 heures de route et puis après on descend et on est dans la nouvelle maison. D'accord? Et là tu fais un gros dodo dans la voiture. Bon, alors Jérémy, c'est un trentenaire ingénieur qui a le goût du voyage. C'est lui qui nous emmène à droite à gauche tous les 2 ans, en général. Donc voilà, un passionné de technologie, d'astronomie, et de photographie et maintenant de vidéo. Charlotte, c'est une danseuse, éducatrice de jeunes enfants, maman de l'extrême qui fait un peu de tout, qui me suit dans tous mes délires et qui essaie de supporter mon caractère de cochon au quotidien. Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Donc on est ensemble depuis la dernière année de lycée. On a passé notre bac ensemble, on a ensuite fait nos études supérieures ensemble, séparément mais en même temps. En fait, on se connaît depuis très longtemps. On est allés dans la même école primaire. Dans le même village. Nos parents habitent à littéralement 1 kilomètre l'un de l'autre. À l'époque, elle était 2 classes au-dessus de moi, et donc quand on a cet âge-là, c'est complètement inaccessible. Moi, c'était une princesse incroyable que j'aurais jamais pu oser discuter avec elle. Donc, on se connaît depuis très très longtemps, mais on se fréquente, on sort ensemble depuis le bac, en gros, et on est ensemble depuis, quoi.
Moi, j'ai toujours su qu'il voulait voyager parce qu'il était fan du Japon et fan des mangas. Et à la base, il voulait créer des jeux vidéo. Donc forcément, il avait tout prévu. Il avait fait des études de son côté pour apprendre le japonais. Il avait fait un échange au Japon. Et dès qu'il a eu son diplôme, pendant ses études, il a fait un échange pendant 1 an au Japon, à Tokyo. Et moi, je l'ai rejoint du coup pendant 3 mois. Parce que j'étais diplômée aussi, donc je l'ai rejoint pendant 3 mois juste pour voilà. Et c'était ma première expérience du voyage et d'ailleurs la première fois que je prenais l'avion. Mes parents voyageaient pas vraiment, on avait une maison de vacances donc c'était un peu toujours limite, toujours au même endroit nos vacances. Donc moi dans ma tête j'ai jamais eu l'idée de voyager en fait. En fait, je vous le disais en introduction, Charlotte n'a jamais cultivé cette envie que certains contemplent toute leur vie, cette envie de découvrir le monde. Et c'est en étant exposée à cette envie, à celle de Jérémy, que Charlotte est partie à l'aventure. C'est lui qui m'a implanté l'idée dans le cerveau, qui m'a convaincue au départ parce que c'était pas gagné. Comme j'y ai jamais pensé, ça m'intéressait pas en fait. De nature, je suis pas spécialement curieuse, donc j'avais pas envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Je parlais pas bien anglais, ça me faisait peur de prendre l'avion, le petit confort. J'étais bien là où j'étais. Donc il m'a un peu poussée là-dessus. Et puis, du coup, on est parti au Japon 3 mois. J'ai adoré. Alors qu'à la base, faut dire que les pays asiatiques, c'était genre les pays où j'avais envie d'aller le moins, je pense. À la base. Donc, 3 mois au Japon, ouais, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, ça m'aurait suffi. J'aurais pu m'arrêter là. Suite à ça, on a eu les 2 notre diplôme. Donc, du coup, on a commencé à s'installer à Annecy pour commencer à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler dans les crèches en continu. Et en fait, au bout d'1 an, j'étais déprimée. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas du tout. Alors, je savais pas si c'était mon travail, la France, je savais pas. Je pense que c'était la routine, en fait, de faire toujours la même chose. Ça me plaisait pas du tout. Et moi aussi, ça me plaisait pas du tout ce que je faisais. C'était compliqué pour nous à ce moment-là. Et puis, j'ai eu une offre d'emploi en Australie. On a décidé de l'accepter. Au départ, j'avais postulé à un job aux États-Unis qui finalement s'est transformé en une offre en Australie. C'est ça. Et donc Charlotte, je lui ai dit bon ok on va partir. C'était une mission de 1 an et demi, 2 ans. C'était entre 1 an et demi, 2 ans. Il n'y avait pas de date précise. Mais elle m'a dit ok on part mais au bout de 2 ans on revient. Hein. Et donc on a fait nos 2 ans en Australie. Charlotte, je crois qu'elle sait bien plus qu'à la fin des 2 ans en Australie, elle m'a dit on va où après? On a vécu pendant 2 ans à Canberra, c'est une petite ville, c'est la capitale australienne. C'est pile entre Sydney et Melbourne. C'est à peu près au milieu. C'est une capitale un peu comme Brasilia au Brésil. C'est une capitale artificielle qui a été créée un peu au milieu parce que Sydney et Melbourne n'arrêtaient pas de se battre pour être capitale et pour que personne soit content, ils l'ont mis au milieu. Moi, j'avais vraiment dans l'idée que c'était 18 mois et je rentre. Donc, pour moi, j'avais ma sécurité de me dire, quoi qu'il se passe, il ne me fera pas rester là-bas. Parce qu'il ne pourra pas, il n'a plus de visa après. Donc voilà, je rentrerai. Puis après, je me suis dit aussi, j'y vais. Si ça ne me plaît pas, je prends l'avion, je rentre. Après, c'est vrai que l'Australie, c'est quand même l'autre bout de la planète. Si j'avais commencé par un pays plus près, ça m'aurait été aussi bien. Mais voilà, j'ai dit, de toute façon, je n'aime pas ce que je fais ici. Je n'ai pas d'autre solution, je ne sais pas quoi faire. Donc autant y aller. Et je m'étais préparée psychologiquement à ne pas parler en anglais, ne pas savoir parler en anglais. C'est vrai que tu parlais pas très bien. Voilà, je voyais pas d'intérêt de parler en anglais. Mais en fait, quand tu n'as pas l'idée de voyager, tu vois pas pourquoi tu apprendrais à parler anglais. Si tu n'en as pas besoin, en fait, dans la vie de tous les jours en France. Du coup, on est parti... moi, en fait, quand j'ai eu le job, j'ai quitté mon job à Annecy. J'étais encore en période d'essai. Donc, j'ai pu quitter le job très rapidement. Je crois qu'en 1 semaine, j'ai démissionné et je suis parti. Donc, j'ai commencé dans l'autre job qui était... ils ont un bureau à Paris. Et donc, ils m'ont formé pendant 1 mois et demi. Et ensuite, ils m'ont dit, il faut que tu partes en Australie. Le projet commence, vas-y. Donc, je suis parti sans Charlotte au départ. Ouais. Donc, c'est Charlotte qui a géré tout le déménagement de tout ce qu'on avait à Annecy avec nos familles. Merci Lolotte. Moi, à l'inverse, j'ai fait toute la recherche d'appartements, commencé à meubler de l'autre côté du monde, en attendant que ma chérie arrive. On s'est installé. Donc ensuite, on était à Canberra. Ça s'est très très bien passé. J'ai eu d'excellentes relations. Pour le coup, ce qui était bien, c'est que j'étais en VIE. Donc c'est les programmes d'échange internationaux qui ont un peu remplacé les services militaires. Et donc en fait, j'étais payé par le gouvernement français et pas par l'entreprise, ce qui fait que ça leur permet d'avoir accès à des ingénieurs vraiment pas chers pour l'entreprise. Et en même temps, comme ils prennent pas de risques, vu qu'ils te payent pas beaucoup, en fait ils te donnent des responsabilités puis ils regardent un peu comment tu te débrouilles, quoi. Donc j'ai tout de suite eu beaucoup de responsabilités, des gros projets, des clients importants à plusieurs millions de dollars australiens
Et ça s'est vraiment bien passé. Et moi, plus on m'en donne, plus je m'amuse. Donc, c'était cool. C'était une super expérience. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Et donc, au bout d'1 an et demi, on a prolongé une fois. Donc, au bout d'1 an et demi, on a prolongé de 6 mois. Ils m'ont ensuite proposé de m'embaucher en Australie. Et puis, bon, on s'est posé la question. Ça faisait quand même loin. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis le deal de rentrer. Mais bon, à ce moment-là, le deal était complètement passé par la fenêtre. Charlotte se projetait. Ça, c'était fin 2011. Moi, je commençais à avoir des offres pour signer officiellement en Australie ou alors peut-être me faire muter ailleurs. On a eu une proposition de mutation au Japon parce que j'avais fait beaucoup de trajets au Japon dans ma période où j'étais en Australie pour ouvrir un peu le business de l'entreprise là-bas. Vu que je parle un peu japonais et qu'il y avait personne qui était vraiment en charge de ce secteur-là. Ça a super bien marché, du coup ça commençait à bien s'ouvrir niveau Japon, donc ils m'ont dit si tu veux, tu vas et tu ouvres un bureau au Japon et tu seras responsable du bureau au Japon. Alors moi je dis cool, génial, on y va, on a dit quasiment oui. Ouais. Un mois après, il y a eu Fukushima. Donc là, changement de plan forcément. Donc j'ai dit non. Donc Charlotte était pas trop contente. Moi j'étais encore assez chaud pour partir, mais moi j'ai dit non. Mais donc voilà, ça a un peu mis un frein à ce projet-là. On a quand même essayé de voir si on pouvait trouver quelque chose parce que mon entreprise était quand même très motivée pour m'envoyer en Asie à ce moment-là. Ils m'ont dit ce serait vraiment bien, le marché japonais ça décolle, il faut qu'on t'y envoie. Et donc au lieu du Japon, ils m'ont proposé la Corée du Sud. Et on a dit oui. Et pendant presque 3-6 mois, on était persuadés qu'on allait partir en Corée du Sud. On avait commencé à regarder des appartements, on s'était mis dans des groupes de Français en Corée, on commençait à bien se projeter. Et au final, ils m'ont dit au dernier moment, non mais écoute, financièrement, ça n'a pas de sens de te payer des allers-retours Corée-Japon tout le temps si tu vas passer ton temps au Japon. Et puis le projet en Corée qui aurait justifié financièrement que j'y aille a été annulé. Donc finalement, ils m'ont dit, tu veux pas une autre destination? Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est là que j'ai été muté pour la première fois à Los Angeles. Welcome to LAX. We hope you enjoy your stay in Los Angeles. And if you need anything at all, call Matt Damon. He has no friends. Et c'est finalement direction Los Angeles, en Californie, après une fin de contrat en Australie, à peine 2 mois plus tôt. Donc c'est allé très très vite une fois qu'on savait. C'est toute la période de fin 2011 où en gros mon contrat arrivait à expiration et qu'ils étaient là, qu'est-ce qu'on fait de toi qui a mis un peu de temps. Alors oui, j'utilise le mot aventurier, mais vous avez entendu comme moi plus tôt que Charlotte n'avait jamais eu ne serait-ce qu'envie de voyager et encore moins de vivre à l'étranger. Et 2 ans plus tard, la voilà partie sur un nouveau continent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle semble dire que la magie a opéré dès les premiers jours de sa nouvelle vie en Australie. Bon, déjà, quand je suis arrivée, c'est rigolo parce qu'il y a quand même pas... Ça a été dur au début, mais il n'y a pas un seul moment où j'ai regretté d'être partie. En Australie ? Ouais, en Australie, ce qui a été rare et pourquoi j'ai été très surpris. Parce que je parlais pas la langue, je suis quelqu'un de très sociable et je suis hyper frustrée quand je peux pas parler autour de moi et échanger. Donc, j'ai essayé d'échanger au départ avec ses collègues américains, enfin australiens. Alors, l'accent australien aussi, c'est pas possible. Voilà, donc c'est encore pire. Et voilà, je pense que j'aurais pu me morfondre de mon côté et vraiment regretter d'être partie, mais je me suis dit, écoute, t'es à l'étranger, l'Australie, honnêtement, faut le dire, à peine t'arrives, tu vas sur la plage, tu fais un petit coup de surf, il y a les kangourous, il y a les couchers de soleil, tu peux pas dire que t'es pas bien, c'est pas possible. Voilà, il y a des pays pires pour tomber, bon, voyager, celui-là, vraiment, j'ai tombé sous le charme du pays, mais tout de suite. Donc, tous les week-ends, on partait, on prenait la voiture, on campait dans la voiture, on surfait. Enfin, voilà, on a vécu la vie de jeune et on va dire c'était la première fois que j'étais plus chez mes parents ou en tout cas dans un milieu que je connaissais et j'avais l'impression de découvrir plein de choses. Et c'était super agréable. Et mon anglais s'est amélioré parce que je me suis mis à aller danser la salsa. Parce que je travaille pas à l'époque, donc il fallait que je trouve quelque chose. Donc j'adore la danse. Je me suis bien à danser la salsa, j'ai rencontré des gens et mon anglais a évolué très très vite du coup grâce à ça. Et une fois que j'étais à l'aise, je me suis retrouvée hyper impliquée dans la vie de l'école de danse. Je me suis mis à donner des cours de danse moi-même parce que j'étais française, je faisais du Alors ils m'ont dit tu peux pas nous donner des cours de cabaret, t'es française. Bon, j'étais là, ça ne veut rien dire les filles. Je n'ai jamais fait de cabaret de ma vie. Mais donc voilà, j'ai commencé à faire des classes /burlesque cabaret comme je pensais que c'était. Et ça a bien marché. Et du coup, à la fin des 2 ans, j'étais hyper bien intégrée en fait dans l'école de danse, dans la vie. On avait des amis, on a vu tellement de choses en Australie, c'est impressionnant. On a vraiment voyagé partout. Et du coup, j'étais prête à aller faire la même chose sur un autre continent.
Et c'est vrai qu'on est loin de la famille. Mais alors, désolé pour la famille, faut pas le prendre mal hein, s'ils m'écoutent. Mais j'ai trouvé ça finalement moins dur que ce que je pensais que ça serait. Parce que, vous voyez, il y a Skype maintenant, c'est un peu plus facile, quoi. Et on est rentré une fois, et du coup, j'ai trouvé que quand on est rentré, on avait une relation encore plus fusionnelle avec eux, en fait, quand on est rentré, que quand on vit tous les jours à côté d'eux, en fait, finalement. Et on passe du temps vraiment de super qualité à chaque fois qu'on rentre ou qu'ils viennent. C'est tellement exceptionnel, du coup, qu'on fait quelque chose et on est vraiment en famille. Enfin, là, on le voit, quand on part en vacances, c'est vraiment... on part ensemble, alors que quand on était en France, on est rentré un moment pendant 3 ans et on partait pas en vacances avec nos parents. Depuis, Charlotte et Jérémy ont adopté un tout nouveau mode de vie à base de road trip en tout genre. On va y revenir dans un instant. Ce nouveau moyen de découverte remonte-t-il à leur expatriation en Australie ou même à leur vie d'avant en France ? Ah oui, non, pas du tout. On faisait pas du tout ça en France. Hein. Franchement, non. En plus, nous, on venait des montagnes, alors... On a toujours bien aimé être dehors. Oui, on a toujours bien aimé être dehors. On aurait pu faire du camping, ça nous choquait pas. Mais c'est vrai que le mode baroudeur comme ça, non, c'est vraiment la base. En étant les deux jeunes, on se disait, bon, bah voilà, on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on fait ? On part, voilà, hop. Tu surfes. Bon, bah, on va essayer de se mettre au surf. Puis c'est tellement sauvage qu'en fait, au final, tu fais... C'est là qu'on a commencé nos premiers road trips, ouais, vraiment. En Australie. Si l'Australie permet de partir à 2 en couple en justifiant d'un certain concubinage, ce n'est absolument pas le cas des États-Unis. Écoutez un peu pour voir comment Charlotte et Jérémy ont organisé leur mariage. Mariage avec un S. Donc on n'était pas mariés, parce qu'en Australie, t'as pas besoin de te marier pour avoir un visa de conjoint. En fait, il fallait juste qu'on prouve qu'on avait une relation. On était pacsés en France, mais pas mariés. Et du coup on est arrivé aux États-Unis sans rien, mais l'avocat qui nous a fait nos visas à ce moment-là nous a dit le seul moyen pour Charlotte de venir aux États-Unis avec toi et de pouvoir travailler surtout, c'est de vous marier. Donc on a dit écoute, très bien, on vient aux États-Unis, donc moi avec mon visa et elle est venue avec un visa de touriste. C'est pas et bien. Au bout de 15 jours on est parti à Las Vegas et on s'est marié à Las Vegas avec 10 copains en mode very bad trip. On a loué une limousine et on est parti à Las Vegas se marier. Maintenant, on a attendu, je pense, à peu près un mois, un truc comme ça, pour faire le mariage à Vegas, parce que comme ça, on pouvait lancer les papiers, la démarche, etc. Et le plus vite je faisais ça, le plus vite je pouvais travailler aussi. Donc, c'était l'idée, voilà. Et ensuite, on s'est mariés pour de vrai plus tard. Ouais, plus tard en France. Et ce mariage à Las Vegas ? Il y a plusieurs choses. Déjà, bon, c'est pas aussi comme dans les films. On peut pas se marier vraiment sur un coup de tête à Las Vegas. Il faut quand même prévoir des choses. C'est une sorte de publication des bancs, donc il faut quand même prévoir, faire quelques papiers avant d'y aller. Donc on avait fait nos papiers, donc on savait qu'on allait se marier. Et ensuite, il fallait qu'on passe à l'équivalent de la mairie, en gros, pour récupérer une licence de mariage. On a une dizaine de copains, 8, qui sont arrivés à Los Angeles. On a loué un van et on est parti en road trip à 10 dans la voiture, direction Las Vegas. Et donc on est parti à 10 dans le van. Il y avait mon petit frère, ta petite sœur, des copains d'un peu partout. Ouais. Tous ceux qui pouvaient venir un peu comme ça quand on leur a dit 15 jours avant si vous voulez venir à Vegas, ça va être rigolo. Et donc on est parti en road trip. On est allé tout de suite chercher notre licence de mariage. Et ensuite, une fois que tu as cette licence, tu peux te marier. Tu as 1 an, je crois, pour te marier dans une chapelle. Il faut que ce soit dans une chapelle de l'État. Où tu veux. Donc ensuite là pour le coup là tu peux vraiment te marier n'importe où en choisissant la chapelle avec ton thème genre Alien, Elvis, vraiment ce que tu veux. Donc nous on a pris un petit package on avait réservé un petit package mariage où il y avait des photos, un trajet en limousine et des photos sous le signe Las Vegas, voilà, un truc un peu kitsch mais c'était rigolo. Ça ressemble un peu à une mini-église, mais oui, la personne qui fait la cérémonie n'a pas du tout de religion. Je pense que tu peux trouver, mais nous, en tout cas, elle était totalement neutre. Et c'était ça qui était drôle, parce que on était... Comment dire, on essayait d'être sérieux, parce que lui, il était très sérieux pour le coup. Celui qui faisait la cérémonie était, lui, très sérieux, parce que c'est son métier. Nous, on n'était clairement pas sérieux. On avait clairement déjà un petit peu bu avant d'y aller, il faut l'avouer quand même. Puis bon, on était vraiment dans un mode, mais n'importe quoi. On était déguisés. Voilà, lui, il était avec le but, c'était qu'on se déguise un peu n'importe comment. Lui, il avait une t-shirt hippie, Peace, Love and Frog. Sous un costard quand même, histoire de dire. Et moi je devais trouver une robe ridicule, et en fait il s'avérait que ça rendait
plutôt bien. Alors j'étais étonnée. Une robe de princesse rose. Une robe de princesse rose qu'on achète au marché à Los Angeles, pas cher, $30 je crois, avec des paillettes partout. Et en fait, c'était pas si terrible que ça. Donc voilà. Et à la base, l'histoire rigolo aussi, c'est qu'on a fait ça sur 2 jours. Donc le premier jour, on s'est séparés toute la journée pour faire enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Les garçons essaient d'aller voir des stripteaseuses, sauf que ce n'est pas ouvert la journée, il faut le savoir. Donc, Ce qui se passe à Vegas. Voilà, reste à Vegas. Mais donc on s'est, voilà, chacun, moi j'ai fait un cours de pole dance avec les filles, voilà, on s'est fait un petit truc sympa et c'était vraiment, vraiment pas sérieux parce que nous, à 7h le soir, on était en train de manger et d'un coup, on a au restaurant et d'un coup, on a réalisé que la limousine passait nous prendre dans un quart d'heure. Et j'étais encore habillée en tenue de cowgirl parce que c'est comme ça qu'elle m'avait déguisée, j'avais pas mis ma robe, j'avais pas... Voilà, rien quoi. Donc on a couru dans la chambre d'hôtel, on a enfilé la robe, on a accroché les cheveux et on est descendu dans les limousines. Un Hummer limousine bleu à paillettes. Très belle photo. En plus, c'était vraiment tout le cliché avec les faux décors. On avait une fausse colonne en marbre où on s'est posé dessus. Et nous, on n'arrivait absolument pas à garder notre sérieux. On avait c'est nos amis, nos témoins du coup, qui ont choisi nos alliances sans nous les montrer. On les a découvertes quand on se les a échangées. Charlotte, elle avait un énorme papillon avec des diamants roses et bleus. Moi, j'avais un scorpion avec un diamant sur le dard, mais c'était tellement gros que si je la gardais, je pourrais même pas taper sur un ordinateur. Enfin, c'était complètement ridicule. Voilà, c'était ça. Et dans la limousine, j'ai été un peu déçue parce que je pensais que j'allais pouvoir sortir la tête par le toit ouvrant sur le strip avec ma bouteille de champagne. Mais non, pas le droit à l'alcool et surtout pas le droit de passer par la fenêtre, quoi. Donc, bon, la sécurité. Voilà, il y a quelques clichés qui sont vrais, d'autres un peu moins. Mais on a quand même eu l'expérience du mariage à Vegas, l'un dans l'autre. C'était en avril 2012. Charlotte est rentrée chercher son visa. Ouais. Je suis revenue assez vite et je pense 3 mois après, j'ai eu mon autorisation de travail, à peu près 3-4 mois après. Et donc finalement, c'est à l'été 2012 que les voilà installés à Los Angeles tous les deux avec leur fameuse autorisation de travail. Quelles intentions ont-ils cette fois-ci ? Est-ce qu'ils pensent y refaire leur vie ? À ce moment-là, on avait moins... Comme Charlotte, ça lui avait tellement plu la première fois, on a dit tant que ça nous plaît, on reste. Voilà, c'est ça, je pense. Donc là, il y avait moins de dates définitives. C'était vraiment en fonction des envies, de comment ça allait se passer. On n'avait aucune idée parce qu'on ne connaissait pas du tout les États-Unis à ce moment-là. On m'a proposé d'aller bosser à Los Angeles. Moi, c'était un petit peu un rêve parce que mon premier projet, c'était de bosser pour les Lakers. Et j'aime bien le basket, donc j'étais un gros fan de Kobe Bryant. On me proposait d'aller bosser avec lui, bon, c'était cool. Donc ouais, j'étais assez content, on était un peu sur le nuage. Les prix étaient très bas et j'étais plutôt pas mal payé pour l'époque. Donc c'était assez attirant de se dire c'est une belle opportunité et ouais, ça nous a bien plu. En somme, le rêve américain. Et peut-être même plus pour Charlotte que Jérémy. En étant aux États-Unis, ça a un peu changé ma vie et changé ma carrière surtout. Quand je suis arrivée, donc du coup, moi, je travaillais avec les enfants en crèche en France. Je faisais ça à Annecy avant de partir. On était en Australie, du coup, j'ai fait ça aussi. Enfin, dans les écoles françaises privées, j'étais assistante de l'institutrice dans les écoles maternelles françaises. Et arrivée à Los Angeles, j'ai repris ça quasiment directement dans, pareil, une école française maternelle privée où j'étais cette fois instit. C'était à 80%, je crois, à peu près, par rapport à un temps français. Et en Australie, comme j'avais dit, j'avais fait de la salsa, j'avais fait beaucoup de danse, mais jamais professionnellement. J'ai toujours fait de la danse, mais jamais professionnellement, en fait. Ça a toujours été un rêve. J'ai ma passion, on va dire, lui, il en a 40 000, moi j'en ai une, c'est la danse et être sur scène. Donc voilà, c'était vraiment pour le plaisir. Mais en arrivant aux États-Unis, je me suis dit, Los Angeles, c'est quand même la ville où tout le monde fait ça. Donc si j'ai envie de tenter un truc, ça serait le moment. Donc j'ai fait des auditions et j'ai fait des cours de danse dans une école de danse qui est très connue, Millennium, à côté de chez moi, littéralement. Et en fait, je suis vite retombée. J'ai dit « Ah là là, c'est pas possible !» Parce que voilà, Los Angeles, c'est un peu comme Paris en version le niveau quadruple, c'est que le niveau est énorme. Tous les gens de tous les États-Unis et tout le monde viennent à Los Angeles pour danser dans les clips de Shakira et de tout ça. Donc voilà, la danse aux États-Unis, ça rigole pas. Depuis qu'ils ont 3 ans, les gamins, ils font chansons, théâtre, claquettes, ils font tout quoi. Donc du coup, voilà, ils sont super bons. Et moi, j'ai un peu galéré. Et suite à ça, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Continue à regarder s'il y a des trucs qui t'intéressent. Et là, il y a une Française qui faisait une audition pour un cabaret français. Je me suis dit, c'est le moment, je suis européenne, peut-être que je peux jouer là-dessus.
Et j'ai été prise du coup, elle m'a complètement formée parce que j'avais jamais fait de cabaret et j'ai fait de la gym, donc le French Cancan, ça se passait très bien, je faisais de l'acrobatie et elle m'a pris dans sa compagnie et du coup j'ai dansé pour toutes les années ensuite avec elle, donc la journée l'école et le week-end et le soir les spectacles de cabaret. Professionnellement du coup, ouais. Ça m'a fait changer de carrière, donc je serais restée en France, je pense pas que j'aurais fait tout ça. Carrément en France, j'aurais pas osé. Déjà, c'est sûr. Et puis après, ouais, non, j'aurais l'opportunité, tu vois, ça a été un fil conducteur, l'Australie qui m'a donné confiance pour après aller aux États-Unis et me lancer. J'aurais jamais fait ça si j'avais été restée en France. Et oui, en effet, moi, elle m'a pris alors que je n'étais pas la meilleure des danseuses. Enfin, j'étais bonne danseuse quand même, faut le niveau, mais je l'aurais pu prendre des danseurs beaucoup meilleurs. Mais elle m'a pris parce que j'avais une touche française, parce que voilà, elle faisait un peu du théâtre dedans. Donc c'était le moment. Le truc rigolo d'ailleurs, c'est que après Los Angeles, on est revenu en France un petit moment. Et en étant en France, j'ai pas voulu retourner dans les crèches. Du coup, j'ai postulé dans des cabarets français et j'ai été prise et j'ai fait. Du coup, je suis devenue vraiment professionnelle, danseuse intermittente professionnelle en France pendant 3 ans. Et donc, du coup, ça a été l'atteinte du but ultime, quoi. Voilà. The American Dream is not dead, ladies and gentlemen. Bon, ok, excusez-moi, je m'enflamme. Après ces quelques années à Los Angeles, entre 2012 et 2015, Jérémy et Charlotte prennent donc le chemin du retour direction la France. Du moins, temporairement. Et c'était complètement cette fois moi qui nous ai fait partir. J'ai envie de dire pour changer. Hein. Parce que honnêtement, j'ai fait un burn-out. Je le savais pas à l'époque, mais c'est très facile aux États-Unis de trop donner et de faire des grosses journées, des grosses heures. Et j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, mais voilà, je savais pas ce que c'était, mais j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, on a regardé un peu toutes les solutions, parce qu'on voulait pas nécessairement partir des États-Unis, on y était plutôt bien, mais on était sur un visa qui était lié à mon entreprise, donc c'était très compliqué de changer, pour pas dire impossible. Du coup, on a décidé que moi, il fallait que je change d'air, il fallait que je change de travail. Et donc, on a difficilement pris la décision que je démissionne et que donc je perds mon visa. Et donc, on a été forcé de rentrer. J'ai trouvé un travail en France, à Bordeaux. On est rentré en mai 2015 et on est rentré 3 ans. Alors pareil, là, on s'était pas dit, tiens, on va rentrer 3 ans. On va rentrer pour rentrer, quoi, vraiment, pour se rapprocher de la famille et pour rester. On est rentré parce que ça faisait quand même 7 ans. Enfin, moi, avec le temps que j'ai passé au Japon, après l'Australie, plus là les 3 ans aux États-Unis, ça faisait longtemps qu'on était à l'étranger. Et puis bon, l'éloignement avec la famille, on se disait peut-être que c'est aussi un signal qu'il est temps qu'on a fait le tour et qu'il est temps qu'on rentre. On s'est dit, on va tenter. Voilà, maintenant j'ai avancé dans ma carrière, peut-être que j'aurai un boulot plus motivant en France et il y aura d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. On va visiter une autre région. Donc voilà, on s'est dit, tiens, c'est un nouveau projet, on essaye. Et donc on est rentré en 2015 et très rapidement 2 semaines après, je tiens à dire j'ai commencé mon nouveau travail. Encore une fois, je savais pas que j'étais en burn-out à ce moment-là, donc j'ai commencé mon nouveau travail encore cramé. Et donc forcément au bout de 2 semaines, j'ai fait mais en fait non, ça va pas. Je serais pas heureux non plus. J'ai fait une grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Moi, je tiens à dire que je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain, voilà. Donc pour moi, ça s'arrêtait complètement, mon rêve américain, la danse et tout. Pour moi, c'était fini à la base. Donc j'ai suivi par amour et au bout de 2 semaines, il m'a dit j'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir. Bon, j'en avais gros sur la patate parce que je savais que c'était dur pour elle d'être rentrée et je lui dis écoute, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Je me plairais pas ici, c'est sûr. Le burn-out, on en parle souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Il s'agit d'un syndrome et non d'une maladie. Un syndrome, c'est en fait un ensemble de symptômes. Les symptômes, c'est la manière dont on exprime un mal-être, qu'il soit physique, mental ou autre. On parle ici de symptômes comme l'épuisement, du manque d'enthousiasme vis-à-vis de son travail, d'une performance réduite à son travail, de l'inquiétude, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des symptômes physiques aussi, mais aussi de l'irritabilité ou encore des troubles de l'humeur. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais il est très fréquent qu'on ait besoin d'aide pour s'en sortir. Il m'a fallu vraiment longtemps parce que du coup j'ai continué à... Elle m'a dit, en gros, Charlotte m'a dit, écoute,
serre un peu les dents, fais un effort, mais on peut pas rebouger tout de suite, c'est pas possible. Là, il faut que tu fasses un effort. Donc j'ai fait un effort. Je suis resté 2 ans et demi dans l'entreprise, mais vraiment j'en pouvais plus, quoi. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle et j'ai fait un petit peu de chômage. Et c'est au bout de 6 mois de chômage que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais juste besoin d'un break. Et donc au bout de 6 mois de break, en fait j'ai commencé à avoir eu envie de faire des projets, de me reprojeter dans plein de choses. Donc professionnellement, j'avais plus de motivation, plus rien vraiment. Et c'est là, quoi, là. C'est en étant au chômage et en m'arrêtant, en faisant une pause, que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais complètement à bout. Après le chômage, j'ai commencé à repostuler à des choses et finalement on a décidé de reprendre un job dans la même entreprise que j'avais quitté aux États-Unis. J'étais toujours en bonne relation avec eux parce que ça s'est très bien passé les années, malgré le fait que j'étais fatigué. Je suis resté professionnel, donc ça se passait bien avec eux. Et ils m'ont dit, bah écoute, nous si tu veux revenir, c'est quand tu veux, quoi. Donc ils m'ont proposé un rôle différent en plus de ce que j'avais quand je suis parti. On en a parlé avec Charlotte, j'ai dit, tu veux repartir ? Moi, je suis. Donc au bout de 3 ans, retour en arrière, on est reparti à Los Angeles. Et moi aussi, à ce moment-là, j'étais enceinte de Mia. Donc, je savais que j'allais arrêter de danser de toute manière, on va dire. Donc, c'était le moment de transitionner et de repartir aux États-Unis. Dans la négociation d'être repris dans cette entreprise, on avait dit que voilà, on voulait pas se retrouver dans une condition de nouveau aussi précaire, de devoir quitter mon job si jamais j'en ai marre et tout. Donc, on pouvait pas l'écrire parce que c'est très difficile de négocier des conditions de visa. En gros, il y avait un accord de dire tu reviens avec un visa normal parce que c'est facile à obtenir. On mettait en 2 mois, on avait un visa, mais on commençait à travailler sur une carte verte à ce moment-là. Et c'est donc au cours de l'été 2018 que Charlotte et Jérémy s'envolent de nouveau pour la Cité des Anges en Californie. Et en janvier 2019, quelques mois plus tard, ils deviennent parents d'une petite Mia. Une expatriation dans la même ville, mais fondamentalement différente de la première. Viens Mia, viens par moi. Viens vers maman. C'est Baywatch. Elle est pas chaude, je veille au grain. Disons que c'est juste qu'on a eu la chance, je trouve que c'est une chance là-dessus, de savoir à quoi s'attendre en venant aux États-Unis avec un enfant. Parce que moi, depuis le début, je savais que voilà, il n'y a pas d'école maternelle, que ça coûte très cher l'éducation, que beaucoup de mamans américaines restent au foyer pendant assez longtemps pour s'occuper des enfants parce que justement, ça coûte trop cher de les mettre en école privée. Donc voilà, moi je le savais, donc j'ai prévenu Jérémy, j'ai dit écoute, moi je suis pas faite pour être mère au foyer. Donc si on repart aux États-Unis, je retravaille. Donc voilà, l'idée, la danse, bon bah physiquement, il fallait que je récupère, et puis ça peut se faire le week-end. Mais même, je voulais retravailler la semaine dans quelque chose. Donc, on avait vraiment eu comme accord que j'allais la mettre on prévoyait le budget pour ça, en fait, on va dire. Donc, on était venus bien préparés pour ça. On avait, voilà, le système de santé, on le connaît. Même l'entreprise, pour moi, c'était très familier. Et j'avais besoin de ça aussi après le burn-out, justement. J'avais besoin de ce côté familier, de pouvoir reprendre un peu en mode facile. Il fallait que je reprenne en douceur, donc reprendre avec une entreprise où il n'y a pas besoin de mettre à 200% la première année pour montrer qui on est. Ils me connaissaient déjà. Je connaissais bien les produits, je connaissais bien les process, donc c'était très facile de me réintégrer dans l'entreprise. Ils étaient tous contents de me revoir venir. C'était beaucoup d'amis, c'est une petite entreprise un peu familiale, donc c'était des bons repères pour revenir et des bonnes conditions pour démarrer dans la vie de parents. Au final, tout roule pour la famille de Jérémy, Charlotte et Mia. Et en 2020, comme pour nous tous, le coronavirus rentre dans leur vie. Et ils ont ce qu'on appelle une épiphanie. Alors là, on est à Burbank, en Californie, à Los Angeles. On fait une dernière balade dans le quartier. Le quartier, on est habité pendant bien, je ne dirais pas 7 ans, mais au moins 4 ans. On est resté 7 ans à Los Angeles, on est resté 4 ans dans ce quartier. On adore ce quartier. C'est vraiment un quartier résidentiel, dans la vallée. Là, en ce moment, c'est hyper vert.
On a encore de la chance, c'est l'hiver. L'été, c'est pas la même. Il y a des immenses arbres sur la trottoir blanc et le gazon bien vert d'un côté, les belles maisons avec les devantures de jardin bien décorées de l'autre. Chacun entretient sa petite maison avec des fleurs magnifiques. On croise rarement du monde dans les rues, mais ça fait du bien, surtout en période de Covid. Il fait très chaud, on est en hiver, mais il fait déjà 30 degrés. Donc là, on marche, il est midi, il fait très 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 chaud. Et c'est notre dernière balade avant de partir de Los Angeles. Donc à la fin de cette balade, on remonte dans la voiture et on est reparti sur la route pour un deuxième road trip. Donc c'est le moment de dire au revoir à la ville de Los Angeles et franchement elle va nous manquer. Moi, j'avais commencé à retravailler, du coup, je donnais des cours de français dans les écoles françaises, bon, pas à temps plein, mais voilà, des petits boulots à droite à gauche, ça commençait à bien se développer. Et puis, ben voilà, là, ça s'est arrêté parce que les écoles ont fermé. Jérémy, il travaillait déjà un petit peu à la maison, mais là, du coup, il était complètement à la maison. Alors, le truc, c'est aussi, on savait dans l'idée que Los Angeles, sur le long terme, ça serait pas forcément une ville dans laquelle on voudrait faire grandir Mia. Ben, c'est cher, voilà, parce que c'est pollué, parce que pour pas mal de raisons. Et donc, dans l'idée, on s'était déjà dit, et si on allait voir ailleurs aux US qu'il y a comme ville, parce qu'on ne connaissait pas du tout le reste des États-Unis. Et on avait déjà dans l'idée, à un moment donné, de faire une pause dans nos travails, peut-être prendre une caravane ou quelque chose et faire 3 mois de road trip dans les États-Unis. Et en fait, on était à Los Angeles, dans notre maison, qu'on payait très cher de loyer. On ne profitait pas des avantages de la ville, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Donc là, j'étais allé faire des photos de la comète Neowise quand elle est passée très très près de la Terre. On la voyait à l'œil nu. Donc je suis parti dans les montagnes derrière Los Angeles. Et moi, je suis quelqu'un d'assez cérébral. J'aime bien avoir du temps tout seul pour réfléchir à mes petites idées. Et donc j'aime bien faire de la photo pour ça et partir tout seul randonner. Et donc en faisant mes photos, je me suis mis à réfléchir un peu à tout, à ce projet de partir. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, maintenant que je travaille à la maison à 100%, que Charlotte, étant danseuse ou professeure, il y avait plus, ces 2 métiers étaient arrêtés à 100%. C'est une opportunité assez rare finalement qu'on avait. Même elle travaillait un petit peu à la maison, elle donnait des cours à la maison en vidéo. Donc finalement, c'était maintenant ou jamais de faire un voyage où on pouvait travailler tous les deux à distance. Donc c'est là que l'idée de partir en voyage est née. Et au début, je me suis dit que Charlotte allait me prendre encore pour un malade parce que voilà, je suis arrivé en lui disant, écoute, j'ai une idée un peu folle, on va rendre la maison parce que notre bail arrivait à expiration à ce moment-là en plus, donc ça s'alignait vraiment super bien. Et je lui ai dit, écoute, on va rendre la maison, mais on va pas en prendre une autre. On va mettre toutes nos affaires dans un stockage. Et puis on va partir sur la route et de toute façon, voilà, que mes clients ils voient mon bureau à Burbank ou qu'ils voient des bureaux un peu partout, ils s'en fichent. Tant que je réponds aux questions, que je suis là à 100% disponible comme aux heures qu'il faut, eux, ça leur importe peu finalement. Et donc quand j'ai proposé ça, je me suis dit, elle va me rigoler au nez, elle va me dire c'est pas possible ou quoi. Puis elle a fait, bah ouais, pourquoi pas, tiens. Partir à l'aventure, en prendre plein les yeux, en famille, assouvir sa soif de découverte, on en a entendu des histoires comme celle-ci depuis le début de la pandémie. Mais l'objectif de Jérémy et Charlotte, vous allez le voir, est très précis. Comme disait Charlotte, en fait, on savait déjà que Los Angeles, c'était pas le plan à long terme. Parce que voilà, pour plein de raisons, c'était trop cher, il y a un petit peu d'insécurité. On trouvait en plus que la ville prend pas forcément une direction positive, ça se détériore un petit peu, c'est de plus en plus cher, il y a de plus en plus d'insécurité. C'était quelque chose qu'on savait que sur le long terme qu'on finirait par partir, le problème c'est qu'on n'avait aucune idée de où ça allait être. Et donc on savait déjà dans un coin de nos têtes, voilà, Charlotte disait de faire peut-être un road trip pour commencer à les tester. Moi avec mon travail je voyageais déjà beaucoup, donc j'avais quand même déjà des idées de quelques villes sympas. Donc je connaissais déjà Denver, Austin, Seattle, j'avais déjà fait quelques grandes villes où j'ai des clients et j'avais déjà passé un petit peu de temps. Donc on savait déjà qu'il y avait des villes qui nous correspondraient et qu'on aimerait visiter. Et puis on s'est dit mais en fait il doit y en avoir plein des villes qui sont cool. Et au début voilà, on avait ce projet peut-être de faire 3 mois mais où je prendrais un break de mon travail, mais du coup ça allait coûter cher, donc on avait commencé à le budgéter même ce truc-là. Et après on s'est dit mais en fait là j'ai l'opportunité de le faire, j'en ai parlé avec mon chef. Et je lui dis écoute, qu'est-ce que tu dis si je pars sur la route tant que la situation elle est comme ça quoi. Si ça redevient normal et qu'il faut retourner chez les clients, je reviens tout de suite. Mais
tant que la situation est, je travaille à la maison et tant que c'est comme ça, pourquoi pas faire ça? Il m'a dit, ok, moi, il n'y a pas de problème, tu fais comme tu veux, tant que tu es dispo aux bonnes heures, vas-y. Donc là, c'est là, quoi, là, le projet de se dire, on va aller chercher la ville parfaite, comme ça, on en aura le cœur net, on saura exactement où s'installer, et c'est comme ça que c'est né, quoi. Une fois qu'on a décidé qu'on allait partir, on avait une coloc à ce moment-là, donc on lui a dit, écoute, quand tu trouves une maison de ton côté, nous, on renouvellera pas le bail et on partira. Et donc ça nous a laissé un peu de temps, on a posé le préavis de la maison et on a dit bon bah ça nous a laissé 2 mois. On a pris une carte, on a acheté une carte routière des États-Unis et on a commencé à mettre des croix sur tout ce qu'on avait envie de voir, donc que ce soit des villes où on avait aussi bien sûr des parcs nationaux, des beaux endroits. Donc on a mis un peu les croix sur tout ce qu'on aurait aimé voir. Déjà, ça a commencé à former une petite boucle un peu naturelle. C'est souvent le long de certains grands axes. Il y avait des villes que moi, je voulais absolument voir et que je voulais montrer à Charlotte. Parce que moi, comme je disais, j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Mais Charlotte, elle avait vu un petit peu moins de choses que moi. Donc, il y a des villes, je lui dis, écoute, il faudrait qu'on aille voir Seattle, Austin, ces villes-là. Il y en avait d'autres. On a fait des recherches. Après aussi, on a regardé un peu les villes où il y avait une communauté française ou une école française. Ou les villes qui avaient des réputations d'avoir une bonne qualité de vie, donc on a mis un peu des croix comme ça sur la map, et petit à petit ça a dessiné ça. En fait, ce qu'il nous fallait, c'était les premières étapes, juste partir. Donc on Dans quel sens? On a par exemple des amis qui venaient d'emménager à Phoenix. On dit bah parfait, Phoenix ce sera notre première étape. Comme ça on met le pied dedans, on démarre, et on démarre pas tout de suite dans un Airbnb, on démarre chez des amis. Et ensuite, on a aussi suivi quand même la météo, parce que on est parti vers le sud parce qu'on arrivait vers les mois d'hiver, donc on est parti dans le sud en disant qu'on aura le beau temps, et ensuite on arrivera au nord au moment de l'été. Donc on a fait en sorte d'avoir les meilleurs moments de chaque endroit, on va dire. Chicago, Seattle, on est repassé par le milieu, par l'Utah, par Denver, par Tennessee. Donc ça a fait toute une boucle en fait, mais c'est vrai qu'on a du coup le sens de la boucle. Une fois que la boucle était dessinée, il fallait qu'on décide dans quel sens on allait la faire. Et on a décidé de partir en partant par les États du Sud parce qu'on arrivait en hiver, c'était en novembre. En gros, on a fait le Noël sur la plage. En Floride, quoi. Bon, je sais pas vous, mais moi perso, j'ai quand même quelques petites questions pratiques. C'est bien beau tout ça, mais en tant qu'immigrant français, ou d'ailleurs que simple résident aux États-Unis, on donne quoi comme adresse à l'immigration quand on passe sa vie sur la route ? Et aussi, comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue assurance santé en cas de pépin ? Les assurances santé dépendent généralement de l'état dans lequel on est ici. Il vous faut une adresse, c'est obligatoire pour les impôts. Donc on a mis, en fait, Jérém avait un bureau aux États-Unis, enfin à Los Angeles, donc on a mis cette adresse-là, avec l'accord de la compagnie, on a mis cette adresse-là à son bureau. Après, c'était surtout au niveau de la santé que c'était le problème, parce que chaque état, ta santé dépend de ton état. Et donc nous, on était couverts complètement en Californie. Après, sur la route, on était seulement couverts pour les urgences. Donc, si on allait aux urgences, on était couverts. Après, il fallait pas prendre un rendez-vous chez le dentiste ou quoi que ce soit. Donc, on a fait tous nos rendez-vous avant de partir. Et après, on est allé sur la route. Comme le but, c'était de trouver la ville idéale, il fallait qu'on puisse vivre dans la ville en elle-même, voire même des fois dans le quartier où on pensait potentiellement vivre, pour avoir une vraie expérience. Quand on est en caravane, on est forcément dans un camping. Et en général, ça, c'est un petit peu en dehors de la ville. Donc, l'expérience, elle aurait été un peu biaisée. En plus de ça, le camping-car, c'est un gros investissement au départ. Donc, fallait l'acheter. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait si on veut partir? Et où est-ce qu'on le stocke en attendant? Donc, il y avait toute une histoire de timeline qui était un petit peu compliquée à gérer. Et nous, on aimait bien ce côté un peu immédiat de dire on peut démarrer, on peut arrêter quand on veut. Et en fait, surtout, ça a été le budget qui a décidé ça. Finalement, on a regardé en fait combien on payait de loyer à Los Angeles par mois, tout inclus, donc en ajoutant l'électricité, l'internet, vraiment toutes les charges. Puis après, on a divisé par le nombre de nuits par mois. On a vu que ça nous faisait un prix par nuit qui était assez élevé parce que les loyers à Los Angeles sont assez élevés. Et du coup, on a dit, est-ce qu'on peut trouver des Airbnb à ce prix-là ou moins cher? Et en fait, on a vu que dans plein de villes, c'était possible. Il y a des villes où c'était au-dessus, mais il y a beaucoup de villes où, en fait, comme le coût de la vie est moins cher, en fait, Airbnb allait nous coûter même moins cher que notre loyer à Los Angeles. Donc on a fait en fait c'est possible, et du coup ça nous a permis de vivre dans des logements qui sont des fois exceptionnels. On a vécu sur un bateau, on est allé vivre dans une tente pendant une semaine, on a vécu dans des hôtels à certains moments quand j'étais en plus en vacances, mais ça nous a permis de varier comme ça les logements et d'avoir des expériences un peu différentes, et quand on avait besoin d'avoir plus grand ou de rester plus longtemps, on prenait plus grand.
Et au final, chercher la ville idéale, oui, mais en se basant sur quels critères ? Alors, moi, c'est là où j'ai le plus de mal. J'ai du mal à me projeter. Donc, quand on me demande c'est quoi ta ville idéale, c'est hyper dur à répondre, en fait, je trouve. Et donc, on a mis les critères obligatoires qui, pour nous, étaient un aéroport international, parce que pour qu'on puisse rentrer en France facilement. À l'époque, ça a un peu changé depuis, mais on avait mis une école française, parce que comme ça, on était sûr que voilà, on avait une sécurité. Et ça permettait aussi d'avoir une introduction dans une communauté française quand tu arrives dans une nouvelle ville. Pas qu'on veut que traîner avec des Français, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand t'es expat et ça te donne un lien à la base. Et le troisième, j'ai oublié ce que c'était. Immobilier, j'ai retrouvé. On voulait des prix d'immobilier moins chers. L'idée, c'était aussi d'acheter une maison, parce qu'on en avait marre de louer. Donc l'idée, c'était d'acheter une maison. Donc on avait un budget, on va dire, aux alentours de 400 000 $ pour une maison de 3 chambres, quoi. Et voilà, c'était qu'il fallait qu'on trouve une ville où on pouvait rentrer ça dans nos prix. Non, bah après, il y avait aussi surtout... 3 indispensables, voilà. et ensuite des critères plus importants, mais sur lesquels on était prêt à tergiverser plus. Et après, les sous-critères, bah forcément, en venant de la Californie, c'était du soleil. Alors, encore une fois, pas forcément de la chaleur, mais en tout cas, beaucoup de soleil pendant l'année. On voulait avoir accès à la nature facilement, on voulait avoir des points d'eau, que ça soit un lac ou que ça soit la mer. On voulait la sécurité. On voulait que ça soit assez dog-friendly, parce qu'on a un gros berger allemand et Los Angeles, ils aiment que les chihuahuas, donc c'était toujours un peu compliqué pour nous avec un gros chien. Et bien sûr, l'accès à la nourriture, parce que c'est ce qu'on s'est rendu compte en faisant le road trip, c'est qu'en fait, tu peux pas aller trop petit dans les villes. À l'opposé de la France, en France, plus tu vas dans les villages, plus tu retournes vers le terroir, plus tu retournes vers la bonne nourriture. Alors qu'aux US, c'est l'inverse. Plus tu retournes dans les petites villes, plus tu retournes dans les Walmart et les chaînes comme les McDonald's, les fast-food, les diners. Donc c'est en fait, moins il y a de choix dans les restaurants et en fait, moins il y a de choix dans les supermarchés et donc moins il y a de choix dans la nourriture. Et si tu vas trop bas, bah, tu peux pas trouver un produit bio, tu peux pas trouver de la bonne viande, voilà, c'est compliqué. En plus de tous ces critères un peu objectifs, ça c'est des critères, en fait on peut les rechercher sur internet, donc ça nous a permis de filtrer un peu les villes et de les mettre sur la carte. Après, le but du road trip, c'était d'arriver dans la ville puis d'avoir une impression en fait de est-ce que la ville, genre, elle a une bonne ambiance, je sais pas, est-ce que c'est musical, est-ce que c'est, je sais pas, les habitants sont sympas. Donc c'était ça en fait le but du truc, c'était en plus de bon, ok, les villes elles remplissent certains critères plus ou moins. Est-ce qu'on a juste bien aimé être dedans? Est-ce qu'on s'y sent bien? Et on a appelé ça la note de kiff. C'est est-ce qu'on a kiffé ou pas? En fait, au bout d'une semaine, 2 semaines, est-ce qu'on a aimé? Et on lui donnait une note sur 10 par rapport à ça, à la ville. Quand c'était des bonnes villes, on était d'accord. Par contre, quand c'était des villes un peu plus basses, on va dire, on pouvait varier. Il y en a un qui allait dire 7 sur 10 et l'autre qui allait dire 5, quoi. Parce que c'était vraiment pas son style. Mais c'était pas, dans tous les cas, les bonnes villes, on était souvent à peu près pareil. On va dire qu'on prenait en général 1 semaine minimum, parce que c'est quand même très intense de charger, décharger la voiture, s'installer et tout ça toutes les semaines. Puis Jérémy, il travaille, donc la semaine, on bougeait pas. On changeait que le week-end. Donc déjà, on était limité par le temps de trajet, parce que pareil, le week-end, on essayait d'éviter de faire plus de 4 heures, 5 heures, c'était l'idéal avec Mia et le chien. Et on était limité sur la route. Donc oui, c'est arrivé qu'on passe un endroit, 1 semaine, dans une ville perdue, où vraiment, il n'y avait rien à y faire, quoi. C'est clair, on s'est retrouvé dans des coins où en fait on sait qu'on n'habitera jamais, mais c'était une étape sur la route, il fallait qu'on s'y arrête, et voilà, l'étape minimum, à moins que j'ai des jours de congé ou qu'il y ait un jour férié, c'était 1 semaine. Mais bon, ça nous a permis quand même de visiter des coins où on n'aurait pas forcément regardé et de se dire en fait il y a peut-être d'autres choses aussi. Il y avait des villes qui nous ont surpris justement en faisant ce genre d'arrêt. Après, par exemple, il y avait des grosses villes comme Miami, on s'y est basé pendant 1 mois. Et par rapport à ça, on a rayonné autour de Miami parce qu'on savait qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Denver, c'est pareil. On savait que le Colorado, c'était un des endroits qui nous intéressait beaucoup. Donc, s'est basé à Denver et on a visité Boulder, Colorado Springs. Voilà. Sur les mois, on a fait tout un tour. On restait au moins 1 mois quelque part et ça faisait du bien. L'idée de se domicilier aussi sur des plus longues périodes, c'est que sur Airbnb, c'est une petite astuce. C'est plus on est longtemps sur Airbnb, plus le prix de la nuit, on peut le réduire. Il y a en général des discounts qui sont appliqués automatiquement, mais on peut aussi des fois le négocier. Donc quand on sait qu'on va, nous, à Denver par exemple, on savait qu'il y avait énormément de villes un peu dans le même coin qui allaient nous plaire, plutôt que de se dire, bon, on va prendre un Airbnb 1 semaine là, 1 semaine là, 1 semaine là, déjà pour pas avoir à déménager à chaque fois. C'est quand même moins de contraintes, et en plus de ça, ça permettait de négocier les prix et d'avoir un prix au mois prévisible, un peu comme un loyer en fait.
Au début, on organisait tout, tu vois, quand on arrivait dans une ville, on disait, oh, alors on a une semaine, alors tel jour, on va visiter ça, tous les trucs touristiques, mais en fait, on se rend compte que ce rythme-là, ce rythme road trip, j'organise toute ma vie, c'est pas tenable sur un an. Sinon, on vit plus, en fait. On peut pas être aussi rapide toute l'année. Donc, après, au bout d'un moment, on a laissé couler un peu et on disait, bon, on doit aller là-haut, la grosse ville, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Combien de temps on prend? Combien d'arrêts on fait? Et en fait, en discutant avec d'autres expats sur Instagram, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des villes où j'avais jamais entendu parler. Par exemple, Cécile qui habitait à Asheville, dans Caroline du Nord, nous a dit vous devriez vous arrêter, c'est très sympa. Et on s'est arrêté. Et franchement, Asheville a eu une très bonne note et elle a été assez haut dans le classement. Donc, on a été très surpris par cette ville. Et pareil, peut-être Nashville dans le Tennessee, on s'est dit allez, il faut quand même qu'on s'y arrête parce que voilà, c'est Nashville, c'est les cow-boys. On a bien aimé en fait. On a vraiment bien aimé. Donc voilà, il y a plein d'endroits comme ça où on s'est un peu laissé surprendre et c'était aussi le but du road trip quoi, parce que quitter une grande ville pour aller dans une autre grande ville, ça n'avait pas trop d'intérêt quoi. On voulait voir aussi le backcountry, l'arrière-pays américain on va dire. Sur l'organisation aussi en fait. On n'a pas fait toutes les recherches genre sur le tour en entier complètement en avance. Il y avait quelques trucs, comme je dis, on avait mis des croix sur la carte et des trucs qu'on voulait absolument voir parce que voilà, il fallait qu'on le note, on l'avait vu sur Instagram, on l'avait vu ailleurs. Mais en fait, on faisait aussi beaucoup, quand on était dans une ville, on faisait les recherches sur la ville en elle-même et des fois un petit peu sur la ville qu'on savait qu'on allait visiter après. Donc ça permettait de se projeter un peu et de commencer à faire des recherches et de commencer à discuter avec des gens qui pouvaient nous dire des choses sur la ville voisine. Donc en fait on planifiait un peu au fur et à mesure et ça permettait d'ajuster le trajet, donc d'ajouter une ville si jamais on savait dans quelle direction on allait partir mais pas forcément 100% combien de temps on allait rester. Si on voyait dans nos recherches qu'il y avait des trucs super intéressants plus que ce qu'on avait prévu, on se dit en fait on peut rester 2 semaines. Ça a été le cas pour Saint-Pétersbourg en Floride par exemple. On commençait à arriver en Floride et au départ on pensait tous les deux que Miami ça allait être vraiment top, donc là on savait déjà qu'on allait y passer du temps. Mais après, plus on avançait, on se rapprochait de Saint-Pétersbourg, plus je disais, mais en fait, il y a l'air d'avoir tout ce qu'on veut à Saint-Pétersbourg. On va peut-être y rester un petit peu plus pour voir. Au début, on avait prévu 1 semaine, puis on va peut-être rester 2, ça a l'air quand même vraiment sympa. Et spoiler, c'est de là que vous nous parlez ce soir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le top 3, c'était, si je ne me trompe pas, la ville idéale et la ville gagnante, c'est Denver dans le Colorado. Parce qu'il y a tout, les montagnes. Denver, San Antonio, Texas et Saint-Pétersbourg en Floride. C'est les trois villes qu'on a préférées. Maintenant, à la fin du road trip, on est rentré 2 mois et demi en France, histoire de se poser, parce que là, du coup, normalement, l'idée aurait été de s'installer dans la ville qu'on a choisie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt à s'installer. On a pris goût à la vie nomade, on a pris goût au voyage et en fait, on s'est dit qu'on voulait continuer encore un peu. Et en fait, le fait de se dire d'acheter une maison et de se poser quelque part, donc c'est un investissement immobilier, ça veut dire qu'il faut rester au moins 10 ans pour le rentabiliser. C'était énormément de pression en fait. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment on va se perdre dans la ville? Et c'était beaucoup, en tout cas pour moi, beaucoup de pression. Et lui, clairement, tous les 2 ans, il avait envie de bouger. Donc, c'était vraiment des responsabilités. Voilà, de dire on va s'arrêter et plus voyager. Et donc, on a trouvé un intermédiaire. On va acheter une maison. Mais l'idée, c'est de ne pas être bloqué par cette maison. Donc, on va le voir comme un investissement immobilier. Et on va rester dedans tant qu'on a envie de rester dedans. Et après, si on veut revoyager et reprendre la route ou même aller ailleurs, on va la louer sur Airbnb. Puisque maintenant, on est des experts en Airbnb. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un pied à terre, mais de pouvoir le quitter quand on veut. Par rapport à ça, il fallait trouver une ville qui était assez intéressante au niveau immobilier, ce qui n'est pas forcément le cas de Denver parce que c'est assez cher en fait au niveau de l'achat des maisons. Donc on s'est rabattu sur une autre ville qui est Saint-Pétersbourg en Floride, qui a des loyers des achats de maisons très intéressantes et surtout c'est au bord de la mer. C'est au bord de la mer, c'est très touristique, donc normalement il n'y a pas trop de problème pour la location. L'idée, c'est d'acheter une maison à Saint-Pétersbourg et de s'y installer aussi longtemps qu'on a envie de s'y installer. On a laissé notre chien chez notre ancienne voisine à Los Angeles et notre voiture, donc tout est encore là-bas. Nous, on a fait une escale en revenant de France, on s'arrête 2 semaines à Saint-Pétersbourg pour justement vérifier que la ville nous plaît toujours, parce que c'était au tout début du road trip qu'on a fait la visite, donc on voulait être vraiment sûr. Comme on était au début du road trip, on n'avait encore pas vu beaucoup de choses, donc on n'avait pas moins de points de comparaison. Donc voilà, on se dit peut-être que maintenant, en ayant vu d'autres choses, on va se dire finalement, non, ça ne me plaît pas trop. Et donc on est là pendant 2 semaines pour vérifier ça, pour aller voir les agents immobiliers, vérifier la situation du marché. Mais on ne va pas acheter tout de suite. Au bout de 2 semaines, on va repartir à Los Angeles, récupérer le chien, la voiture. Et comme on avait encore un peu envie de voyager, on va retraverser de l'ouest en est
en road trip une deuxième fois. Et là, on va faire tous les États qu'on avait un peu passés rapidement la première fois, l'Arizona, l'Utah, on voulait repasser par Austin. Enfin voilà, on va refaire un deuxième road trip un peu plus court pour rejoindre la Floride, je pense courant de l'automne par là. Charlotte et Jérémy ont décidé de documenter ce voyage, cette quête finalement de ville idéale et tout le processus qui va avec sur une chaîne YouTube dont je vous mets le lien en description de cet épisode. Si vous voulez en prendre plein les yeux, découvrir les routes des États-Unis et leur voyage, vous devriez être servi. C'est en fait un peu la chaîne à laquelle ils auraient aimé avoir accès avant de se lancer dans ce projet un peu fou. La grande ville gagnante de leur classement et de leur cœur, c'est, vous l'aurez compris, Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une petite ville de la côte ouest de la Floride. Je vous invite à fermer les yeux et à visiter la ville avec Charlotte et Jérémy. En fait, c'est la ville de Tampa et c'est la petite péninsule qui est à côté. Saint-Pétersbourg, comme Charlotte l'a dit, c'est une petite péninsule qui est donc dans la baie de Tampa, qui est à l'ouest de la Floride. Donc ça donne sur le golfe du Mexique. L'eau est plutôt chaude toute l'année, il fait beau et assez chaud toute l'année. Il fait un petit peu plus frais en janvier, mais ça descend globalement à 20 degrés la journée. Donc c'est vraiment assez sympa. Ça a une ambiance de ville de plage un peu avec des palmiers, des petits bungalows à différents endroits. Donc il y a différents quartiers. La péninsule, on met à peu près 1 heure et quart pour la traverser de nord en sud et 40 minutes d'est en ouest. Donc la péninsule est à l'ouest de la ville de Tampa. Et donc du coup, ce qui est très sympa et assez exceptionnel, c'est que c'est bordé d'eau des deux côtés. Donc pour moi qui suis un fan de photographie par exemple, ça veut dire que j'ai le lever de soleil et le coucher de soleil sur de l'eau. Donc ça c'est incroyable déjà. Donc lever de soleil sur la baie d'un côté et sur le golfe du Mexique de l'autre. Des sables blancs. Il y a du sable blanc, des palmiers. C'est un côté un peu caribéen, voilà. Comme c'est une péninsule, ça a un petit côté un peu insulaire aussi, donc c'est un petit peu isolé. Les gens, c'est plus compact que la plupart des villes américaines où on s'étend. Là, c'est un petit peu plus compact et du coup, il y a un sentiment de ville. Le downtown est très très sympa, très dynamique. On a été très surpris par ça parce que bon, la Floride a cette réputation d'être un peu la maison de retraite des États-Unis. C'est un peu le cas dans certains quartiers. C'est pas faux. Du coup, ça donne une ambiance. Il y a beaucoup de gens assez âgés, mais du coup, c'est très safe. Pour le coup, nous, on aimait bien ce côté-là. C'est surtout très vivant parce que du coup, les gens, les retraités, c'est très détendu et très vivant parce que comme ils ne travaillent pas, toute la journée, il y a du monde dans la rue. Et ils sont très détendus. Donc, toi, même si tu travailles, en fait, tu vois les gens qui sont tranquilles autour de toi, ça te relaxe, en fait. Le soleil te met de bonne humeur, ça te relaxe. Et c'est une ville à taille humaine. Donc, c'est ni trop gros ni trop petit. T'as l'aéroport, t'as les écoles, t'as ce côté dynamique. Tu peux aller à Tampa si tu veux faire des choses plus poussées, les musées, etc. Parce que c'est juste à côté. Mais c'est vrai que ça a un côté, pour moi, le côté tropical, quoi, vraiment. C'est un peu l'idée. Tropical aux États-Unis. Alors, comme c'est une ville sur la mer, forcément, il y a beaucoup de restaurants de poissons, de crustacés. Donc, si on aime ce genre de choses-là, c'est top. Il y a beaucoup de bateaux aussi, donc ça sent un peu l'iode. Ça sent le gasoil aussi. Un peu moins drôle. Voilà, c'est les activités nautiques. Donc, voilà, il y a du jet ski, il y a de la voile. Il y a pas mal de voiles. Il y a des beaux clubs de voile il y a des beaux bateaux. Mais ça reste assez, voilà, comme disait Charlotte, assez relax, assez posé. C'est pas le truc frénétique d'une marina surchargée, quoi. C'est à la cool, en fait. C'est une ambiance très cool. L'odeur aussi qu'il y a, que tu ressens beaucoup, c'est que c'est quand même très humide. Et donc, du coup, c'est une odeur qui, pour moi, rappelle la France. C'est quand il pleut sur le goudron très chaud. Et que du coup, cette odeur de pluie très chaude sur le goudron, alors moi, ça fait soit penser à la France, à certains moments, soit penser aux vacances. Le côté tropical, la mousson, etc. Il y a quand même des ouragans l'été, donc il peut y avoir des averses et des gros orages. Et après, pouf, le temps revient au soleil et cette odeur-là, elle est très agréable. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez fantastique, ce retournement de situation et la manière dont ce couple s'est complètement réinventé au cours des 10 dernières années. Alors en conclusion, je vous laisse avec ces quelques mots de Charlotte, remplis de sagesse. C'est le fait que les gens te disent que c'est impossible qui te donne envie d'essayer de prouver que c'est possible. La réaction des gens autour de moi qui disaient « Mais non, vous n'allez pas faire ça, mais non, vous n'allez pas faire ça », quelque part, en fond de nous, on est là « Mais pourquoi pas ?»
Et pourquoi pas on essaierait de le faire? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Et en y réfléchissant, on se dit, en fait, c'est possible. C'est juste que je parle... Enfin, je suis pas Jérémy, mais je pense qu'on est un peu pareil. On part du principe dans la vie que ton destin, il est pas tracé, mais tu as un fil conducteur et tu as des opportunités dans ta vie sous forme de, je vais dire, de portes. Il y a des portes qui sont devant toi et soit tu pousses celle que tu connais pas et tu sais pas ce qui t'attend derrière, soit tu prends la porte où tu es assuré d'arriver dans un lieu connu. Il faut oser pousser les portes qui font un peu peur des fois, parce qu'en général, ça emmène à des bonnes choses. Et je pense que c'est un peu tout ce qu'on a fait. On voulait pas le faire, enfin moi je voulais pas voyager, je me suis dit allez j'y vais, je voulais pas faire la danseuse pro, allez j'y vais. Voilà, il y a tous ces trucs, j'ai dit allez on y va et on verra bien ce qui se passe. Donc c'est vraiment plutôt ça, se laisser couler avec les opportunités qui arrivent et avec... se motiver un peu pour aller là où en dehors de notre zone de confort, on va dire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Charlotte et Jérémy pour ce super chouette moment passé ensemble, ainsi qu'à Mia, leur fille, qui a été absolument adorable pendant tout cet enregistrement. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette balade à travers le temps et le monde entier vous aura plu autant qu'à moi. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir un petit bout de l'histoire de la semaine prochaine. C'est parti. Vu que moi, mon rêve depuis que je suis malade, c'est faire le tour du monde, mon père, un soir, il dit « On fait le Canada de Saint-Georges jusqu'en Alberta à Jasper et on y va, on récolte de l'argent pour les enfants malades. » On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Il y a une vie après la maladie. Il y a quelque chose. Tu dois pas dire « ça va être trop dur ». Non, justement, tu dois dire « il y aura quelque chose d'autre après ». Alors, c'est quoi la vie après la maladie ? Formidable. Voilà, j'espère que vous serez nombreux mardi prochain. Encore merci à vous. N'oubliez pas que si le contenu que nous créons toutes les semaines vous plaît, le meilleur moyen de nous le dire, de nous remercier, c'est d'en parler autour de vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, au boulot, dans votre famille. Lâchez-vous et partagez vos épisodes préférés. Et si en plus vous voulez nous laisser des petits commentaires sur iTunes et Spotify, alors vous aurez ma reconnaissance éternelle. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore merci à tous de nous écouter chaque semaine. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.